Oui, la transition nutritionnelle regroupe à la fois les changements dans l'alimentation qui surviennent suite à de nombreuses influences, ainsi que les changements dans le mode de vie, donc sédentarité. Et en outre, la transition nutritionnelle inclut les résultats de ces changements, c'est-à-dire obésité et autres maladies reliées à la nutrition. On a tendance, oui, à attribuer ce terme à la situation des pays à revenus faibles ou intermédiaires, mais en fait, toutes les sociétés connaissent des transitions nutritionnelles. Ce qui est particulier aux pays à revenus faibles ou intermédiaires, c'est la rapidité du phénomène. Alors que chez nous, oui, nous avons modifié nos habitudes alimentaires, mais sur une longue période. Et dans les pays à faible ou moyen revenu, en outre, il n'y a pas si longtemps, il y avait une forte prévalence de troubles de carence sous-alimentation notamment. Or, dans ces populations, les changements typiques de la transition nutritionnelle vers une alimentation riche en gras, en sucre, en aliments transformés, en sel, va encore accélérer ou va encore amplifier les effets de cette transition-là parce que, comme l'avait démontré Barker, il y a une origine précoce, fétale et infantile à ces maladies chroniques. En d'autres termes, la sous-alimentation tôt dans la vie augmente les risques subséquents d'obésité et d'autres maladies reliées, genre diabète, maladies cardiovasculaires. Cette transition nutritionnelle est favorisée par l'urbanisation galopante dans de nombreux pays, aussi par les progrès technologiques et par la mondialisation, parce qu'on voit maintenant les mêmes produits qui sont pratiquement disponibles à travers toute la planète. On peut dire que les grandes industries alimentaires, les compagnies transnationales jouent un rôle extrêmement important dans cette transition nutritionnelle, car la publicité et le marketing favorisent la consommation de ces produits ultra transformés, riches en sucre, riches en gras, riches en sel et pauvres en nutriments essentiels et en fibres. Alors, les entreprises jouent un rôle, oui, extrêmement important. On parle d'ailleurs des déterminants commerciaux ou industriels de la malnutrition par excès. Et face à cette mondialisation, si vous voulez, des habitudes alimentaires, les États sont bien impuissants parce que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ériger quelques balises qui vont éviter les excès, mais n'empêche que le marketing et la publicité sont extrêmement puissants. Je parlais de ces balises qui sont érigées par les États, genre panneaux d'information nutritionnelle sur les produits, et également réglementation de la publicité pour les aliments, notamment publicité destinée aux enfants. Donc dans cette situation où on voit que les États semblent assez impuissants pour faire des changements de fond, qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Comment peut-on éviter le double fardeau de la malnutrition? Comment peut-on ralentir la transition nutritionnelle pour éviter tous les problèmes de santé qui y sont associés? On peut rêver, on peut penser que ce qui importerait, c'est de court-circuiter cette transition nutritionnelle en valorisant et réhabilitant l'alimentation traditionnelle, les produits locaux, peu transformés, ce qui est à la fois bon pour la santé et bon pour l'économie et bon pour l'environnement. Mais je le disais, on peut toujours rêver parce que ça n'est pas évident. Mais dans nos sociétés, par exemple, on s'achemine timidement vers le dernier stade de la transition nutritionnelle, qui est l'alimentation prudente, l'alimentation santé, c'est-à-dire riche en fibres, pauvre en sel, en gras, en aliments ultra transformés, une alimentation plus simple, quoi, ce qui est aussi bon pour l'environnement.
Merci beaucoup, professeur de Lille. Ce fut un plaisir. Merci.